Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. L'émergence des villes passe aussi par la modernisation des infrastructures. Les Béninois rêvent d'avoir des villes modernes à l'image des grandes villes de l'Hexagone. Comment y parvenir? On en parle dans cette édition. La gestion des ressources humaines n'est souvent pas chose aisée. La performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise. L'angine de gorge, une inflammation de la gorge, en particulier des amygdales. Son traitement varie selon son origine virale ou bactérienne. On aura les précisions dans ce journal. À nouveau, bonjour. Les Béninois rêvent de voir des villes du Bénin telles que Cotonou, Parakou, Porto Novo ou encore Nati Tengou à l'image des grandes villes du monde. Ils n'hésitent pas souvent à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropoles. Selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il alors possible de moderniser les villes béninoises? Élément de réponse dans ce reportage de Nadège Omolade Sani. Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grandes tours administratives, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent. Et tout ça. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices. Il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissement alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat. Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes.
Parlons à présent de la gestion des entreprises qui constitue un véritable casse-tête pour beaucoup de chefs d'entreprise. C'est une tâche qui fait appel à la disposition de certaines qualités par le patron de l'entreprise. Selon les spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépend des qualités de leur coach. Comment gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire et c'est au micro de Stanislas Linkman. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste, aussi c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs. Est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui? Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire « je dis ça parce que je suis l'employeur ». Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. C'est une infection au niveau de la gorge. L'angine est due soit à un virus ou une bactérie caractérisée par un mal de gorge important et qui provoque la fièvre, les maux de tête, les difficultés pour parler chez certaines personnes. Cependant, elle peut entraîner des complications quand elle n'est pas bien traitée. Plus de détails dans ce reportage. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même. Ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine. Ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal
pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. En interactualité, les États membres de l'UEMOA ont mobilisé 1173 milliards de francs CFA dans le cadre des émissions de bons sur le marché de l'Union pendant la période allant du 27 avril au 14 mai 2020. Comme annoncé, ces titres émis sous forme de bons assimilables au Trésor sur une maturité de 3 mois à des taux oscillant autour de 3% ont permis aux États de lever les fonds nécessaires pour financer en urgence leur plan de riposte contre la pandémie de la COVID-19 en attendant la rentrée des fonds attendus des partenaires techniques et financiers. La Côte d'Ivoire se place en tête des émetteurs en mobilisant 535 milliards de francs CFA à la suite de 3 émissions de bons sociaux COVID-19. Viennent ensuite le Bénin avec 133 milliards de francs CFA, le Niger avec 110 milliards, le Togo avec 108 milliards et le Sénégal avec 103,13 milliards de francs CFA. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau ferment quant à eux la marche. Adapter la communication à la situation, c'est le choix du Service national de l'éducation et de l'information sanitaire du Sénégal. Cette structure cible les marchés et les commerces d'alimentation en général. En cette période de Ramadan, les boulangeries constituent des lieux indiqués de sensibilisation. Reportage. Échange symbolique entre les directeurs généraux de l'ANSD et de NMA Sandoz. Devant le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, il s'est agi de lancer officiellement des enquêtes sur l'impact du Covid-19 dans le secteur industriel. Son Excellence le Président Macky Sall m'a demandé d'actualiser la nouvelle stratégie nationale de développement industriel en prenant en compte les enseignements tirés de la pandémie du Covid-19. Il se trouve déjà que conformément à ces directives, issu du Conseil des ministres, j'ai lancé le 4 février passé le processus d'actualisation de la politique industrielle nationale. Ici, dans la salle de supervision par exemple, Moustapha Diop a eu une idée claire des effets de la maladie. Des équipes de nuit ont vu leur capacité de rendement fortement diminuer. L'initiative de l'État est de saisir en données chiffrées cette situation. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le secteur industriel est fortement impacté par la pandémie du Covid-19, mais nous ne disposons pas d'éléments statistiques pouvant nous permettre de renseigner sur l'ampleur de la crise et les branches d'activité qui sont touchées, voire les entreprises qui sont menacées de disparition. Et c'est pour en avoir le cœur net que j'ai commandité une enquête à l'ANSD. L'ANSD se donne 2 semaines pour livrer les résultats. Nous allons utiliser notre dispositif qui est déjà en place, qui nous permet donc de recueillir des informations auprès des industries, auprès des industriels, de manière très rapide. Donc c'est une enquête qui va durer donc entre 15 jours et 21 jours au plus tard, s'il n'y a pas de difficulté majeure. Le patronat et autres acteurs de l'industrie approuvent la démarche, celle qui va aboutir à la définition d'une nouvelle vision du secteur après la pandémie. C'est sur le terrain qu'on observera les effets de la pandémie, mais c'est aussi à partir du terrain que nous élaborerons l'après-pandémie. Parce que le fait de mesurer l'impact doit nous amener aussi à imaginer quelles sont les voies de sortie. C'est une heureuse initiative qui permet de jauger et de voir quel est l'impact réel du Covid-19 sur l'entreprise sénégalaise. Le lancement au sein de NMA Sandoz de l'enquête sur l'impact du Covid-19 dans l'industrie nationale est aussi un hommage rendu au capitaine d'industrie Ahmed Amar pour sa contribution dans le développement de l'économie nationale.
Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.